Parlons cinéma avec Serge Toubiana. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir ce matin deux invités, Uri Milstein et Arnaud Desplechin, pour parler d'un film à la fois rare et étrange, une sorte de biographie filmée qui raconte la vie de Uri Milstein, dont c'est le premier film. Le titre « Pour ton mariage ». Le film sort le 20 décembre, distribué par Réseau Film. Je vous recommande d'aller voir cet ovni cinématographique, tantôt comique, tantôt dramatique, qui avance sur un fil avec brio, intelligence, sensibilité. Bonjour, Uri Milstein. Bonjour, Serge. Bonjour, Arnaud Desplechin. Vous vous connaissez l'un et l'autre depuis longtemps? Ça fait plus de 30 ans, je dirais. Plus de 30 ans. Ouais. Oui, les amis de 30 ans. Oui, c'est Uri qui m'a... ça s'est scellé, on se connaissait déjà. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés ensemble sur Comment je me suis disputé, qui était un film au long cours, puisque le film était très long. Et Uri était le directeur de production. C'est lui qui s'occupait de la production, c'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas le cinéma, de comment dépenser l'argent, comment faire du spectacle. Et voilà, notre amitié s'est scellée sur Comment je me suis disputé. Alors, Uri Milstein, c'est votre premier film, je le disais, mais vous avez votre vie entière consacrée au cinéma, une grande partie. Mais 45 ans. 45 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 45 ans, au service des autres, vous vous dites, bah là, je vais faire mon film. Mais je me dis pas du tout, là, je vais faire un film. Je me dis que je vais partir à la retraite, que je vais ranger un peu mes affaires, mon cartable, ranger les choses de ma vie, et puis... Et petit à petit, effectivement, ça tourne autour du cinéma, ça tourne autour de la mémoire. Quand je dis ça, je veux dire par là que je retrouve des images d'archives, des photos, des trucs que j'ai pu filmer quand j'étais jeune, à l'école de cinéma notamment. Et petit à petit, tout ça s'agrège et donne une forme. Et puis, je montre à Arnaud une heure d'un premier montage et je le trouve extrêmement touché, ému. Et donc, je me dis, bon... Il y a un truc, et puis il en parle comme d'un film. Mais j'ai mis beaucoup de temps à considérer ça comme un film. J'ai même attendu que le centre du cinéma, qui donne de l'argent quand ils aiment bien quelque chose, m'en donne. Là, je me suis senti obligé de considérer, enfin d'en parler comme d'un film, ce qui n'était pas évident. Donc c'est Arnaud Desplechin qui a un peu... Mais beaucoup, la preuve, c'est qu'il est là, c'est cette heure matinale. C'est pour ça que je voulais qu'il soit avec vous. Merci. Pour parler de ce film, Pour ton mariage, effectivement. Alors, bon, le film commence au cimetière, on va dire. Et on y va souvent au cimetière dans votre film et dans votre vie. Vous avez rendez-vous sur la tombe de votre psychanalyste. Je trouve ça... Bon, tout le monde rit, là. Ouais. C'est gagné, là. Là, c'est gagné. C'est gagné. On se dit, voilà, c'est Woody Allen, il est aussi fort que Woody Allen, etc. Vous parlez à un absent. C'est très important dans votre vie, dans votre film et dans votre vie, de parler à un personnage fantôme, quoi, qui a plané dans votre vie, visiblement. Au passage, vous piquez un pot de fleurs d'une tombe voisine, ça, c'est un petit gag récurrent que j'aime beaucoup. Je fais un parallèle, parce que je saute un peu dans le film. À un moment donné, vous allez voir votre mère, qui est absente, elle a Alzheimer, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'ai fait un parallèle entre parler à un psychanalyste qui est mort et voir sa mère qui ne peut plus vous parler ni vous témoigner son amour. Encore que on ne sait pas si elle vous porte vraiment dans son cœur. Dans son cœur. J'ai vu un très beau parallèle. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. Si, c'est une lecture que... C'est pour ça que je suis venu, c'est pour que vous me renseigniez, Serge. C'est une lecture que je n'avais pas faite, mais c'est vrai que cette mère, il est devant une absence, et voilà. Quand il est devant l'analyse... Évidemment, c'est un gag, vous parliez de Woody Allen, mais il y a beaucoup dans le film d'influences cinématographiques qui m'ont marqué, celle de Woody Allen n'étant pas l'une des moindres, mais je pense aussi à Moretti, ou à Alain Cavalier, ou à d'autres réalisateurs comme ça.
Mais c'est le gag tient au fait que, vous voyez, dans les, je sais pas, les dessins ou la représentation qu'on se fait de l'analyste, c'est la personne que vous ne voyez pas et qui ne parle pas. Oui, Il est derrière vous. vous. Et donc, effectivement, ça marche comme ça. Parce qu'il vous a, Mais et on quand peut il est devant imaginer sa qu'il mère, vous aime. comment? Mais on peut imaginer qu'il vous aime. Ce qu'avec ma mère, c'était plus compliqué d'imaginer ça. Ça, bon, déjà, Pardon, là, je t'ai coupé. non, mais Non. déjà, bon, moi, je mets les pieds dans le plat. Le film parle aussi de ça, de votre vie. On va commencer par... Bon, ça s'appelle Pour ton mariage, donc ça va commencer aussi avec votre mariage. Oury, vous êtes très jeune. Je trouve qu'il ressemble à Arthur Miller, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. Avec un peu une sorte Oui, d'intellectuel. c'est ce qui fait de Josiah une Marilyn Monroe, c'est pas mal. Alors, vous vous mariez avec Josiah Macias, la fille de Enrico Macias, dont Enrico Macias fut votre beau-père. Et donc, alors, question, ce mariage remonte à longtemps, il y a longtemps? Il y a 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans même. Et pourquoi, non, c'est la vraie question que j'ai envie de vous poser ce matin, Oury Milstein, c'est pourquoi tout est filmé chez vous, quoi? Parce que je n'avais pas d'argent pour intervenir autrement. Et je travaillais déjà dans le cinéma depuis une quinzaine d'années, Ouais. je dirais. Et donc, moi, c'est un mariage qui durait une semaine, qui était très fastueux. Il y avait 800 personnes assises au dîner, assis, ouais. Et la seule chose que moi, je pouvais donner, apporter, c'était de faire le film de mariage plutôt que d'engager des équipes qui sont sûrement D'accord. très bien et tout ça. Donc moi j'avais des amis chefs opérateurs, donc tout le monde est venu. Il y avait 4-5 caméras en permanence et puis après on a monté pendant 2 mois avec une vraie monteuse et puis après personne n'a vu ces images. Ça n'intéressait pas grand monde. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait parce que c'est des codes. Il faut faire un film de mariage et ainsi de suite. Et je l'ai vu vraiment par hasard 30 ans après. Ça a déclenché ça a le film. déclenché ça, mais au départ, c'était vraiment voilà, de participer à ce truc-là. Alors, quand vous vous mariez, il y a donc 30 ans, Oui. avec Josiah, c'est un mariage d'amour, ça se voit. Bien sûr. Et en même temps, vous êtes un peu décalé, un peu absent. Bon, c'est un mariage avec une jolie femme séfarade, Voilà. la fille d'eux, Enrico Macias, et on a l'impression que c'est le mariage aussi d'Enrico Macias, quoi. C'est sa fête à lui, quoi. Donc, Complètement. Mais d'où c'est- le comique de... Bien sûr. tout à fait. Mais c'est ce qui est drôle, c'est qu'il a vu le film, bien entendu, et il s'en est rendu compte. C'est-à-dire qu'il a dit à sa fille que il s'était pas rendu compte à quel point il prenait quand même beaucoup de place. Et c'est ça c'est ça qui m'a fait rire en revoyant les images voilà, de voir ça très concrètement, c'est-à-dire comment il met la main sur sa fille, comment il prend le verre de vin à la synagogue, comment partout, et puis là, ce smoking blanc magnifique, et c'est vrai que moi je fais de la figuration, mais Figuration intelligente, on dit. Comment? C'est quoi Oui, c'est ça, l'expression? figuration intelligente. Mais il y a une rivalité très forte entre le beau-fils et le beau-père. Et le film de mariage est un des objets de cette rivalité. Et pourtant, j'aimerais pas que vos auditeurs puissent croire que c'est un film qui rit de Enrico Macias. Non, jamais. C'est un film qui rit avec Enrico Oui, Macias. oui. Et je trouve dans le personnage, j'ai croisé parfois Enrico dans des circonstances tragiques chez toi, Oury. Et voilà, bon, c'est un homme très beau, quoi. Mais dans le film, c'est un personnage très généreux. Oui. Il est too much, il est Ouais, tout ce que vous oui. voulez, mais il permet le film. Ouais, ouais. Il embraye la fiction parce Ouais. qu'il a ce côté méditerranéen, c'est cette générosité, ce côté crâneur, hableur et tout Ouais. ça, mais qui est absolument délicieux. Ouais. Et il permet le film. Sans Ouais. Macias, il n'y a pas de film. Ouais. Et je crois qu'il faut que nous, comme spectateurs, on a une gratitude Bien sûr. pour le personnage de Macias qui endosse le ridicule, parce qu'il l'endosse avec un tel amour, avec une telle affection, jusque la scène qu'il retrouve avec ses 2 petits-enfants, quand Ouais. il joue de la guitare, et ses petits-enfants le malmènent, et lui accepte ça, il chante magnifiquement, je ne sais plus quelle chanson de son répertoire, et qui est très très belle. Et c'est un personnage absolument adorable, drôle et adorable. Oui. D'ailleurs, le fait qu'il revienne dans le film d'aujourd'hui pour chanter, il a vieilli, comme vous, comme moi, comme Arnaud, et qu'il se mette à chanter avec ses 2 petits-fils, c'est ça?
Oui, qui sont vos, Mes fils. vos fils. Oui. Donc il est conscient qu'il revient dans votre film. Là, il est. Oui, là, bien sûr. Bien sûr, mais bon, déjà, les relations n'ont jamais été rompues, mais quand je dis les relations, déjà les relations amoureuses, que ce soit avec Josia, avec Bénédicte, avec qui on a divorcé plus tard, et avec d'autres femmes dans ma vie, les relations, on a toujours gardé des relations d'une part, et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs Mais peut-être faut-il raconter aux auditeurs le principe narratif du film que Ouri m'avait raconté. Il m'avait dit, je vais faire ça. Oui. Et alors, homme de peu de foi, j'y croyais pas. Je me disais, ça va pas marcher. Et sauf que la vie d'Ouri est aussi étonnante que son film. Il disait, je vais faire des dîners. Et avec qui? Avec ses ex-femmes et tous ses enfants. Voilà. Et alors, ces femmes qui sont très très belles, Bénédicte Darblay, une femme splendide, Ouais. Josia Grenassia est magnifique, Ouais. Kate était une femme que je trouvais infiniment belle, et tout ça. Toutes ces femmes se connaissent, se côtoient, s'aiment, se regardent, se mesurent. Et donc, il y a ces repas, il y a 3 repas comme ça qui vont rythmer le film, Ouais. et qui est cette famille, au sens très très élargi, quoi. Oui. Donc, du coup, là aussi, il y a quand même quelque chose d'assez subversif, comme ça, de voir qu'au-delà des divorces, au-delà des disputes, au-delà de choses, ben, ces gens se parlent, quoi. Ces femmes se parlent entre elles, le personnage Ouri va de l'une à l'autre, et c'est très très beau à voir. Et donc, il y a ces dîners, les enfants sont très moqueurs, et donc c'est ces dîners où Ouri, au fur et à mesure qu'il construit son film, projette les bouts du film en devenir à sa famille, et sa famille le commente en le chambrant, ils se disputent, etc. Et c'est vraiment un principe de récit. Moi, j'étais dubitatif quand Ouri m'avait raconté, et sauf que quand je l'ai vu dans une salle, avec un public, il y a une puissance comique qui est absolument formidable et transgressive, quoi. Absolument. Adorablement transgressive, avec un truc qui est un trait de ta biographie, mais excuse-moi Ouri, tu l'as raconté dans le film, donc je peux la raconter, puisque c'est une des dernières, à la fin avec Josia, c'est que son fils, Simon, a le même âge que sa fille Elliot. Oui. Donc, qui sont de 2 mères différentes. Donc, ça ne te fait pas très plaisir, si vous voulez, à l'une et à l'autre, parce que les 2 enfants ont été conçus très proches l'un de l'autre, quoi. Voilà. Ta langue a fourché, parce que c'est Elliot et Léa. Ah non, Et tu ah as oui, dit- c'est... tu as dit Simon et Elliot, qui qui sont frères de qui sont même père. Ouais, même c'est mère. Elliot. Ouais. Alors, Elliot et Léa. Léa, Ouri, vous parlez de Léa. Oui. C'est bouleversant. Il y a quand même la dimension tragique du film, mais là aussi, elle est filmée frontalement, elle est acceptée dans le film, elle s'insère dans le film. C'est que Léa, c'est votre fille, ça a été une de vos filles, elle est morte. Et vous, là aussi, quand c'est joyeux, il y a du cinéma. Quand c'est dramatique, il y a du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma s'insère partout, quoi. Et c'est quand même étrange. Vous filmez Léa à l'hôpital. Elle est magnifique. On a envie on se dit, elle va vivre. Elle ne va pas vivre. Mais vous filmez quand même. Et elle filme. Et elle fait un film elle-même. Et Elle fait un court-métrage qui est inséré dans votre film. Ouais. Donc tout s'insère. Il y a une espèce d'harmonie née du chaos, née de la dispersion, de la division, parfois de la séparation. C'est ça votre art, j'ai l'impression, non? Ça, je ne saurais pas dire. Mais en revanche, le cinéma a toujours été présent, dans le sens où le premier lien avec mes parents, mais d'ailleurs souvent, il me semble, chez les gens, pourquoi le cinéma? Parce que mon père m'a emmené voir ceci ou cela, ma mère m'a parlé de... Et effectivement, mais avec Léa, non seulement... Oui, c'est d'une part ces images, c'est des images qu'elle a faites, ces images existent, mais le film m'a aussi permis de la considérer comme une protagoniste comme les autres. Et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je dis toujours, j'ai 5 enfants, le plus grand à tel âge, la plus petite à tel âge, 10 ans de moins, ça dépend à quel moment. Et là, soudain, on entre dans le détail, et d'une certaine manière, ça, je sais pas, le fait de poser les choses, de les nommer beaucoup plus précisément que d'habitude, ça m'a permis de... Ça fait du bien. En plus, c'était à une époque où je pensais que j'avais fini mon analyse, ce qui n'était pas vrai, en fait. Et je pensais que je pouvais faire avec toutes ces choses-là. Donc,
pas très clair ce que je dis, mais... Si, ça me semble. Si. Je trouve ça clair. C'est difficile d'en parler parce que... Oui, Mais le film en parle très bien. Le Le film montre très bien quelque chose qui est de l'ordre de ce mélange entre l'espoir de sauver quelqu'un et de s'apercevoir que la perte est imminente, la perte est là, quoi. Moi, je vois deux choses. Il y a d'abord une chose, vous disiez, c'est du cinéma. Quand c'est drôle, c'est du cinéma. Quand c'est tragique, c'est du cinéma. C'est que cette transgression, j'ai l'impression que le cinéma, dans ses plus hautes aspirations, mais j'avais dit à Oury, c'est de filmer ce qui n'est pas filmable. On le sait depuis Europe 51 de Rossellini, ce qui n'est pas filmable, c'est la mort d'un enfant, parce que c'est le scandale absolu. Et ben, le but du cinéma, c'est de filmer ce qui n'est pas filmable. Voilà. Et Oury, il y est arrivé, et à mon avis, avec un tour de force que je trouve infiniment précieux, qui est encore une transgression dans le film, c'est que Oury baisse les bras comme réalisateur devant ça, et que c'est le film de sa fille. C'est ça. C'est-à-dire que Oury se tait, et le film est co-réalisé par Léa. Alors moi, d'entendre la voix de Léa, sa volonté artistique, par exemple son choix de la chanson de Jean-Louis Hubert, etc., ça me bouleverse. Parce que la voilà encore en vie, et comme artiste, pas seulement comme objet filmé, mais comme sujet filmant. Et ça, artistiquement, c'est vertigineux. Et même à la fin du film, on voit ces images de cette mère avec qui Oury, tu as un rapport houleux. Et c'est ces plans à elle qu'on voit. Les plans qu'elle a filmés au Jardin du Luxembourg de son petit garçon quand elle arrivait d'Israël et qu'elle le filmait comme ça dans les Jardins du Luxembourg. Et donc parfois, le réalisateur s'efface pour laisser la parole à ces femmes avec qui il a des rapports absolus, enfin des rapports absolus par deux fois. Hein. Sa mère avec qui il a des rapports houleux et Léa qui est la fille, une de ses trois filles tant aimées. Et c'est magnifique de voir le réalisateur dire je vais peut-être laisser parler quelqu'un à ma place. Je trouve ça sublime. Mais ce que Arnaud vous dites, c'est que Oury a réussi à créer un récit, à écrire un récit qui insère cela, donc lui s'effaçant, laissant, comme dans un roman de Philippe Roth, je ne sais pas, comme dans... C'est votre référent, là je vois que... On va l'écraser de référence. On va l'écraser de référence. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne sais pas comment, Oury, vous avez fait pour faire en sorte que... Non, mais c'est ça qui est un miracle dans votre film. C'est que le film insère des images d'avant. On va parler d'Israël, parce que vous êtes aussi israélien, franco-israélien. Vous avez passé des années au kibbutz à l'âge de 14 ans. Ça aussi, c'est dans le film. Parce qu'au fond, votre mère s'est un peu débarrassée de vous. Sa sœur, très aimante, vous accueille quand vous avez 14 ans, et elle vous accueille aujourd'hui, quand vous revenez la voir, pour parler un peu de votre vie, de votre enfance et de vos parents. Tout ça, je ne sais pas comment vous avez fait pour insérer cela dans un récit. Je ne sais pas quel mot, comment le qualifier, mais c'est un miracle. Vous êtes bouche bée là. Non, je ne saurais pas quoi dire. Mais comment vous avez travaillé ces images d'archives? Plutôt comme en analyse. L'idée était vraiment d'associer, que ce soit des images, des sons, des pensées, d'essayer. Enfin, c'est vraiment très instinctivement. Ouais. Il y a un trait que je peux dévoiler, parce qu'il n'y a rien de... J'adore le film. Et il y a un truc qui me rend jaloux, c'est la qualité littéraire du narrateur, de la voix off. Il y a une voix off dans le film, pas beaucoup, que les spectateurs n'aient pas peur, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est écrite, je me dis, ah la vache, le type est franchement un très très bon écrivain. Alors comme moi des fois je fais des voix off dans mes films, j'ai demandé à Oury, j'ai dit mais comment tu fais pour écrire? Je ne savais pas que tu étais un aussi grand écrivain, quoi. C'est écrit nickel. Et en fait la voix off a été improvisée par Oury sur la table de montage. Sur les images. Sur les images, oui. Il était devant les images et il parlait. Et il nous raconte le kibbutz, il nous raconte sa tante, il nous raconte sa mère, il nous raconte son père, etc. Et ça, c'est des récits improvisés avec une tenue littéraire, enfin une puissance de littéraire, sans rien de péjoratif, hein, il n'y a aucun snobisme, enfin une puissance d'expression. Et je crois que quand vous parliez de comment Oury fait pour tisser ces images qui ont tant d'origines différentes, les tisser ensemble les unes avec les autres, je pense que c'est venu de cette improvisation
que tu as fait en regardant les images, en les commentant pour nous. Et d'une certaine façon, tu nous prends par la main et tu nous laisses entrer dans ton intimité et faire ces sauts d'un régime d'image à l'autre. Ouri, alors, je vous trouve un peu silencieux, là. Non, mais il y a Et oui, quand mais même il y a un travail de impressionnant. montage, j'imagine. Il y a un gros travail. Oui, mais effectivement, sur le mode enfin, d'aller chercher des choses, de vérifier. C'est pour ça que je parlais de la retraite au départ, parce que effectivement, j'ai revu par hasard le film de mariage, et effectivement, j'avais envie de me poser d'autres questions que celles qui sont anecdotiques. Enfin, anecdotiques, ce qui est évident en regardant les images, c'est aussi, mais qu'est-ce que je faisais là, qui j'étais à ce moment-là, et pourquoi tout ça, et de vérifier. Par exemple, Arnaud disait que on voit que j'aimais Josia, mais ça, moi, je le savais plus au moment où je regardais ces images. Donc, je suis allé faire. Et effectivement, il y a de l'amour, bien sûr, et de cette manière, j'ai retrouvé une bobine d'images que j'avais faites de Léa quand elle était bébé dans mon frigidaire. Je l'avais toujours pas développée. Je l'ai développée 27 ans après. Et j'avais voilà, cette nécessité d'aller rechercher et de comprendre aussi pourquoi j'ai pas fait, parce que je me plains de n'avoir jamais rien terminé. Mais quand je regarde les objets que je n'ai pas finis, justement, je vois bien pourquoi. Parce que quand on voit mon père à Londres, quand je le filme dans son expo, on voit bien qu'il est fuyant, on voit bien que c'est très compliqué de lui parler. Et moi, à l'époque, je n'ai pas touché à ces images, je n'en ai rien fait. J'ai pas réfléchi pourquoi, c'était instinctif. Je voulais pas me confronter à ça. Là, aujourd'hui, je peux. Et je peux aussi parce qu'ils sont morts, et parce que dans leur mort, je les ai mis tous les deux dans un même caveau. Donc, soudain, c'est moi qui suis sujet. Vous êtes le père de votre père, maintenant. D'une certaine manière. Et de ma mère. Et de votre mère. C'est peut-être parce que vous avez fini votre psychanalyse, non? Alors, c'est bon, c'est ce que je pensais. Non. Mais en fait, non, j'ai recommencé justement parce que je me dis, il faut continuer à vivre. Parce que, en terminant ce film, je pensais que j'avais effectivement tout rangé. Tout mis en ordre. Oui. Alors, j'avais laissé à mes enfants ce que je dois laisser et dit ce que je dois dire. Et que maintenant, je peux mourir tranquillement. Et puis, en fait, le fait d'être ici, dans ce studio, Arnaud, tout ça, je me dis, mais c'est quand même assez jouissif, tout ça. Peut-être que je peux faire encore une petite tranche de vie. Et du coup, j'ai recommencé mon analyse. Ah, d'accord. Pour vous, vivre, c'est être en analyse, alors? Oui, un peu. Alors, vous avez évoqué votre père. Votre père, c'est un peintre israélien. Moldave. Moldave, d'origine moldave. Milstein. Zvi. Bon, Grisha en russe, et quand il est arrivé en Palestine, non, il est arrivé que c'était déjà après 48, il est arrivé en 48. Quand il est arrivé en Israël, il a hébraïsé son nom, c'est Tzvi. Et votre mère était? Ma mère est d'origine perse, et elle est arrivée dans les années 20, dans ce qui était la Palestine, ouais. Elle faisait quoi? Elle a commencé à travailler très jeune, à 12-13 ans, et puis après elle a rejoint la Haganah, et après elle a été la première parachutiste de l'armée israélienne. C'est une héroïne, quoi. Ouais, officier. J'ai une photo d'elle avec son béret rouge et tout ça, et elle a rencontré mon père au début des années 50. Ils se sont mariés. Elle était très très admirative de cet homme, de son art. Et mon père a eu une bourse pour étudier à l'école de la jeune peinture, enfin je crois que c'était aux Beaux-Arts, ou je sais plus. Première exposition chez Katia Granoff en 56, et moi je suis né l'année suivante. Et ils se sont séparés assez vite après. Et la relation avec Israël, donc c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, on vous confie chez votre tante, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Le narratif familial est que j'ai abandonné mes parents, surtout ma mère, puisqu'à l'époque ils étaient divorcés. Et puis c'est très tard que j'ai compris que c'est n'importe quoi, en fait. Mais oui, je suis parti à l'âge de 13-14 ans vivre dans un kibbutz parce que je me sentais socialiste, et je voulais vivre l'expérience communautaire, égalitaire.
C'est impressionnant. Impressionnant. Non, c'est Il a fait son impressionnant. service militaire là-bas, Oui, l'école de cinéma. Vous parlez l'hébreu, il parle couramment, oui. Vous parlez couramment, oui. 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 Ouais, ouais. Et non, mais tout cela est dans le film. C'est-à-dire que c'est pas au-dessus du film ou à côté du film, ce qu'on est en train de se dire en échangeant dans notre conversation, c'est dans le film. C'est-à-dire que vous avez réussi à insérer dans le récit, à tisser, comme je reprends le terme d'Arnaud, toutes ces images et tous ces moments de votre vie pour en faire un récit et pas du tout narcissique. Alors c'est ça qui est... C'est pas du tout narcissique, ça s'adresse à tout le monde, quoi. Et je trouve qu'il y a une grande générosité. Enfin, moi, je me sens accueilli par le film. C'est autobiographique, mais vous parliez de Philippe Roth, et je pense qu'il a fait beaucoup de récits autobiographiques. Et je pense que l'autobiographie, celle qui réussit, c'est quand c'est une curiosité des autres, quoi. On parle de soi pour s'intéresser aux autres. Alors le personnage d'Ouri est là. Vous parliez de la scène du cimetière qui ouvre le film où il vole les pots de fleurs, etc., qui est très très drôle. Mais en même temps, on sort. Ouais, moi, je pense toujours assez, puisque c'est la dernière scène, c'est pas un spoiler. Hein. C'est les visages de ces femmes, de ces trois femmes, de Josiane, de Bénédicte, de Kate. Kate Berry, donc Oui. on la voit, elle est morte. Donc, il y a 10 ans, je crois. Ouais, exactement 10 ans. Mais il y a des images d'archives, là aussi. Ça a été une histoire d'amour entre vous pendant 5 ans. Donc, ce qui n'a pas empêché qu'elle se suicide. Donc, tout ça est... Enfin, moi, je ne sais pas comment parler. Et ce qui me plaît aussi dans le film, c'est quand, dans ces scènes de repas où vous avez montré les images de votre mariage à ces deux femmes présentes et vos enfants, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas d'hostilité. Vous êtes très habile, vous vous mettez en creux un peu, non, Arnaud? Il y a un plan que j'adore quand il est dans la cuisine, vous vous souvenez? Oui. Il est dans la cuisine, il dit, alors ils s'amusent les enfants. J'adore ce plan. Oui, parce que vous attendez le verdict solennel de vos enfants. Est-ce que le film vaut le coup ou pas, hein? C'est ça. Oui. Et la réponse, c'était comment? C'est que le film sort, donc tout va bien. Tout va bien. Non, mais si j'avais envie vraiment de vous inviter dans cette émission de cinéma sur RCJ, c'est parce que c'est un film, j'en ai jamais vu comme ça, quoi. Et on en parle comme d'un film normal qui va sortir en salle à Paris et j'espère dans beaucoup de salles en province, en région. J'espère. Mais il n'est pas comme les autres, quoi. Il n'est pas conçu comme les autres. Il est extrêmement original. Il est extrêmement stimulant. Et c'est bourré de vie aussi. Ouais. C'est ça qui m'a veillé. Mais ça se voyait dès les premiers montages. Après, c'est la chorégraphie de tout le film, l'art du montage dont vous parliez, qui m'a frappé quand le film était terminé. Mais dès le début, il y avait ce mélange de drame et de rire. Mais je disais à Ouri, il y a tous ces documents que vous évoquiez, c'est-à-dire les bouts de film de sa mère, les bouts de film de Léa, etc. Et je disais, c'est comme des silex qu'on frotte, et ça fait de la vie, quoi. Si on prend des bouts de documents, il y a ce peintre israélien incroyable que tu as filmé quand tu es à l'école de cinéma là-bas, et qui déchire tous ces tableaux, et c'est très... Tous ces documents totalement hétérogènes, et frottés ensemble, tout ça trouve une unité, c'est le montage. Mais pour nous, spectateurs dans la salle, en tout cas pour moi, il y a une profusion de vie, de vitalité, quoi. C'est pour ça que je vous parlais de ces visages de femmes à la fin, au bord de l'eau, au bord de la mer, comme ça. C'est qu'on sort... On était plongé dans un bain de vitalité alors que les épreuves traversées touchent au drame absolu, à la mort, à la disparition. Disparition de ses parents, de son analyste, de sa fille, de sa compagne, c'est quand même terrible. Et ben non, on en sort avec un sentiment de vie, quoi. On a envie d'être... Nous sommes plus en vie en sortant du cinéma qu'en y entrant. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est la définition des films que j'aime, quoi. Oui, c'est de l'oubitien. Non, Ouri... c'est on va dire, c'est une grande saga juive aussi, votre vie, votre aventure, et le film porte ça. Donc, comment vous l'appréhendez, ça? Mais c'est un peu nouveau pour moi, dans le sens où effectivement les gens voient le film et il y a ce truc mais c'est très juif, et leur force pour moi est je le reconnais, je me reconnais là-dedans. Ce qui me plaît, c'est que c'est
ça ne suit pas les injonctions que j'aurais tendance à fuir. C'est pas que maintenant, il y a toujours eu, en tant que juif, des injonctions auxquelles je n'avais pas envie de répondre, De me soumettre. de me soumettre. Et là, soudain, ce qu'on me renvoie me plaît, puisque je l'aime, ce film. Enfin, je m'y reconnais totalement. Je peux pas dire, ah, j'aurais voulu ceci ou j'aurais voulu cela. Et quand on me dit c'est très juif, je dis bon bah tant mieux, quoi. Voilà, je sais un peu mieux comme où je suis, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose toujours, notamment si on a des enfants qui sont de fait. Mes 3 filles ne sont pas d'une mère juive, donc en principe ne sont pas juives. Elles le sont quand même, mais bon, voilà, c'est mon problème. Mais et je dois dire, tout ça est assez agréable, en fait. Il y a un truc qui m'est renvoyé, où je me comprends mieux, qui serait complémentaire avec l'analyse, justement, ce sentiment d'avoir fini quelque chose et en fait de m'être trompé, j'ai rien fini du tout. Mais tout ça va ensemble. J'ai une place. C'est Delphine Orviller qui avait dit en présentant le film, voilà elle disait à la salle, voilà le film le plus juif que j'ai jamais vu. Et alors Uri en était plein d'embarras. Plus juif que Lubitsch, plus juif que Woody Allen. Voilà, tu les as écrasés pour ton mariage, qui sort le 20 décembre. J'ai été très ému en voyant le film. À un moment donné, vous retournez en Israël. Il y a des plans comme ça de voitures et de paysages. La route va tourner sur la droite et vous revenez au kibbutz où vous étiez quand vous aviez 14 ans, c'est ça? Et vous retrouvez votre tante. Mm-hmm. Et tout d'un coup, Israël est très présent comme ça, avec un plan, une scène, une terre, une lumière. C'est très très particulier. Mais je sais pas, vous avez senti ça, Arnaud? Ah oui, très fort, très fort. C'est tout d'un coup, c'est un lieu où je vais dire ça aujourd'hui, où le bonheur est possible. Où la paix est possible. Voilà. C'est très curieux de voir. Et ça retourne toutes les images préfabriquées qu'on peut avoir d'Israël. C'est tout d'un coup, voilà, il rentre. Même la solitude des 2 personnages, c'est-à-dire, il y a un plan qui est très beau où on est à l'extérieur de la porte, où Uri tient la caméra, et il aperçoit sa tante qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'elle fait, je me souviens plus ce qu'elle fait à l'intérieur de la maison. Et puis voilà, qui se retrouve à un moment perdu. Puis il n'y a pas d'oncle, c'est juste, ils sont tous les 2. Et c'est un moment de paix absolue, et puis d'utopie aussi. Et de retrouver son Ithaque, de retrouver comme une Ithaque pacifiée. Alors c'est magnifique de voir Israël filmé de cette façon, alors qu'aujourd'hui, la voilà en guerre. C'est très beau. J'ai envie de vous dire aussi une chose qui me semble, le mot qui m'apparaît juste pour parler de votre film, Uri Milstein, c'est un film aussi de réconciliation. Le mot, c'est pas un mot que les gens aiment bien, mais ça réconcilie. Ce film vous réconcilie avec des pans de votre vie, joyeux, mariage, triste comme il n'y a pas plus triste, la mort d'un enfant, mais ça réconcilie, ça, c'est quand même très... C'est comme une espèce de chose qui se répand pendant le film fait même pas 1h30. 1h19. C'est très court et c'est très dense. C'est très dense. Et il y a un sentiment de réconciliation et d'apaisement qui est formidable. Ben merci. Enfin, je me sens... Enfin, je ressens ça tout à fait. Mais notamment avec mes parents. C'est-à-dire que je réfléchis aussi à leurs circonstances atténuantes, effectivement. En me disant que je vais en faire quelque chose. Si j'ai encore du temps, je ferai quelque chose, leur reconnaître quelque chose. Mais j'en suis pas là. J'ai besoin d'abord de moi me sentir plus solide. Je comprends. Parce qu'en même temps, vos parents, votre mère, vous l'avez décrite un petit peu tout à l'heure, elle est une forme d'héroïsme, enfin une singularité. Un personnage très fort. Ouais. Et oui, elle était enseignante
à la fac de Vincennes, elle n'a jamais fait d'études, mais la fac de Vincennes en 68 permettait ça, Oui. et donc elle était à Vincennes, elle était féministe, elle était pro-palestinienne, elle était malgré un passé de militaire et tout ça, c'est un personnage assez très fort, très fort, et avec une admiration absolue pour mon père et sa peinture, ce qui, du milieu d'où elle vient, me paraissait curieux, mais oui, c'est comme ces gens qui n'ont jamais été dans un musée, se retrouvent au Louvre et se mettent à pleurer, et ça ne s'arrête plus. Elle avait ce truc-là. Et votre père, il Mon, reste, mon il père, reste, c'est l'artiste. il reste sa peinture alors. Non. Il reste sa peinture. Il reste sa peinture. Sa peinture me constitue. J'ai un rapport curieux de ce point de vue-là à la peinture. J'ai beaucoup de mal à juger la peinture parce que les toiles qu'il a peintes jusqu'au début des années 60, disons, après d'autres périodes, j'ai l'impression que je suis fait de ça, de cette matière-là. Et lui, c'est l'artiste par excellence, du genre le type qui est très sympathique, très séduisant, très drôle. Mais la réalité du rapport, elle est très complexe. Enfin, j'ai jamais réussi à l'attraper, quoi, il me semble. Est-ce qu'il mettait la peinture au-dessus de tout? La peinture et le jeu d'échecs et les femmes. Au-dessus de tout. Dans cet ordre-là. La peinture, les échecs, les femmes. Donc vous, Au-dessus de tout. vous en dernier. Ah, mais moi, je suis même pas dans la première liste de trucs. Non. Ouais. Mais pareil, là aussi, vous n'êtes pas dans un rapport de règlement de compte, quoi. Non, Bon, mais ils sont c'est plus là, donc aussi je suis parti quand même jeune, et c'est vrai que cette tante qu'on voit dans le film et qui met sa main sur ma joue à un moment, elle m'a donné l'essentiel, l'amour. Voilà, et sans amour, non. Non, j'ai reçu par des gens périphériques. Mais comme là, Arnaud qui se lève le matin et qui vient ah oui. au studio. Non, mais ça me touche énormément. Hein. Penses-tu? J'ai pas l'air comme ça, mais... Arnaud. Non, mais moi, vous voyez, ça me plaît toujours de... je me rends compte, c'est ce que je faisais, ça me plaît de montrer des films, c'est ce que je faisais à 15 ans, vous voyez, au lycée. Je montrais les films des autres, j'adore Bien ça. sûr. Alors moi, j'adore fabriquer les miens. J'adore montrer quand vous parliez d'un météorite, d'un ovni. Oui. Voilà, c'est une autre façon de faire du cinéma. C'est une façon dans laquelle je me reconnais en même temps, très différente de la mienne, et je me reconnais dedans. Alors si je peux, j'ai cet appétit de cinéma, j'aime bien le communiquer. J'aime bien en parler, le faire profiter. J'ai jamais eu la chance d'écrire sur le cinéma. Ma vie était différente, j'étais technicien. Alors du coup, je me rattrape et je peux faire semblant que je suis presque un critique de cinéma et que je peux dire, bah, allez-y, allez voir le film et tout ça. Parce que le film est vraiment très enthousiasmant, quoi. Oui. Et j'ai écouté le rapport comme ça, sinon il reste un tout petit peu de temps, parce que ça me touchait les mots que tu avais sur ta mère. Et on s'est rencontrés donc sur Comment je me suis disputé. On a fait plein de films ensemble. Je pense en particulier à Esther Kahn, qui était une très grande aventure. Et il y a, dans mes films, il y a des personnages de mère avec qui j'ai eu des rapports très houleux. Et avec laquelle je me réconcilie ces temps-ci, où elle est âgée. Et j'ai appris, moi qui suis né, dans ce film si juif, moi qui suis né chrétien, j'ai appris quelque chose de mon rapport. Je n'ai pas négocié avec ma mère comme toi, tu as négocié avec la tienne, mais il y a une fraternité. On était compagnons d'armes, Ouri et moi, avec des mères un peu difficiles, problématiques, peut-être pas très aimantes, et qu'il faut aimer quand même, etc. Ah, du coup, voilà, ça c'est quelque chose qui est entre nous, quoi, qui existe entre Ouri et moi depuis Comment je me suis disputé, où il y avait déjà une scène, tu te souviens, très vieux, très brutale. Le personnage Paul Dédalus, Mathieu Amalric, avait un rapport terrible avec sa mère, comme ça, au début, et voilà, c'est comme ça. Il y a une femme dans votre film, une artiste, c'est Agnès Varda. Ah oui. Il faut en parler quand même, d'abord parce que on parle beaucoup d'Agnès Varda ces temps-ci, l'exposition à la Cinémathèque, les ouvrages qui paraissent sur elle, donc une sorte de biographie de Laura Adler chez Gallimard, enfin bon, puis bon, beaucoup de présence, une vraie présence. Elle a aussi compté dans votre vie. Beaucoup. Vous étiez tout jeune à l'époque? Oui, j'étais jeune. J'étais jeune et j'ai appris chez elle quelque chose qui a à voir avec la liberté, je pense. Parce que justement, comme on était libre, il n'y avait pas
il n'y avait pas trop de règles, il n'y avait pas trop de codes. C'était le cinéma autrement. Il fallait inventer tout, quoi. Oui, le cinéma qu'on faisait dans sa cuisine. Après, j'ai projeté sur elle, parce que comme j'ai un manque de mère, donc je me suis dit que dans sa cuisine, je serais bien, enfin dans la cuisine d'Agnès, et qu'elle me donnerait à manger et de l'eau chaude et tout ça. Ça, c'était mon fantasme, c'était pas du tout le sien, mais moi, j'ai profité de sa façon comme ça, artisanale, de faire les choses, et puis... j'ai appris, j'ai appris beaucoup, mais vraiment des choses qui sont autour de la liberté, de comment faire pour ne pas s'encombrer, pour pouvoir changer d'idée, de plan de travail, ça semble des petites choses, mais c'est assez essentiel. Vous avez commencé avec elle? Et non, j'ai commencé en Israël, en fait, à travailler dans l'industrie, et Costa Gavras est venu faire un film qui s'appelle Anaka. Oui. Je travaillais dessus. Il y avait plein de gens très chics qui étaient, les chefs de poste étaient français, il y a Claire Denis qui était assistante, il y avait Louis Becker, il y avait Yvon Crène, plein de gens comme ça. Et on s'est liés d'amitié, et en France, ces gens-là m'ont fait travailler. Puis le cinéma, c'est comme l'armée, on commence troufion, puis on finit général, pour peu qu'on attende toutes ces années. Et je suis passé comme ça. J'ai travaillé sur des films Je travaillais sur Les Ripoux, le premier de Claude Zidib, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Ou même Philippe Clair, parce que Jerry Lewis travaillait sur le film. Enfin, c'est une époque où on pouvait choisir les films sur lesquels on avait envie de travailler. Et c'est Nourrit Aviv qui m'a présenté Agnès Varda. Nourrit Aviv, qui était la directrice de la photo. Ouais. Et on a travaillé sur 4-5 films ensemble, et puis... Antoine Hillois, c'est ça? Oui, j'ai commencé même avant sur cette pièce cuisine salle de bain, qui était un court-métrage qu'elle a tourné à Avignon, et puis Antoine Hillois, qui était une aventure assez fondatrice dans les liens d'amitié. On était très peu, on était une douzaine de techniciens sur ce film, et il y a des liens très forts qui se sont créés. Mais d'ailleurs, ils ont filmé mon mariage. Il y avait Patrick Blossier qui était chez FOP, il y avait Patricia Mazui qui montait, Jacques Deschamps, Jacques Royer, tous ces gens-là ont filmé mon fameux mariage. Parce qu'ils étaient invités à votre mariage. Ah bah non seulement ça, mais il y en a qui ont même organisé, m'ont aidé à tenir le choc, à choisir la veste et le machin, tout ça. Ouais. Il était là autour de moi. Je trouve que sa veste est trop grande. C'est ça qui est adorable. Et vous avez remarqué aussi le plan formidable où on voit la voiture d'Enrico qui arrive, et c'est une Rolls. Une Rolls, oui. Et juste après arrive la voiture, alors je suis nul en voiture, je connais pas les marques, arrive la voiture des parents d'Ouri, et ils sont une toute petite voiture vieillissante, et qui fait le quart de la Rolls. Et les deux parents sortent de la voiture, et on voit que les deux, c'est pas juste séfarade, ashkénaze, c'est deux façons d'être au monde qui sont tellement différentes. Et qui se rejoignent. Et qui font alliance. Et c'est le miracle. En fait, Uri Milstein est le produit de cette rencontre entre la Rolls-Royce et la deux chevaux. Ça pourrait... Oui, donc Agnès Varda, donc c'est voilà, une figure positive dans votre vie, qui vous a pris un peu sur la route comme ça. Oui, parce que c'est vraiment l'artisanat. C'est quelque chose de... Et là, vous rencontrez Jane Birkin plus tard? Oui, parce qu'effectivement, c'est Anthony Loin, puis après, on a travaillé sur Kung Fu Master et Jane B par NSV. Et Jane, les images qu'on voit d'elle, c'est quand on tournait Jeanne au bûcher. Jeanne au bûcher, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une espèce de perruque de cheveux très courts. Et oui, ça se connecte après, effectivement, avec la rencontre. C'est à ce moment-là où j'ai rencontré Kate chez Jane, à ce moment-là. Enfin, c'est ça. Voilà. Donc il y a tout ça. Oui, les choses. Et puis Jacques Doyon qui vivait avec Jane. J'ai travaillé après sur La fille de 15 ans. La fille de 15 ans, oui. Des choses comme ça. Donc voilà. Et Pierre Amzalag, qui était très fier parce que je lui ai présenté Jacques Demy à l'époque quand je travaillais chez Agnès. Et Pierre Arnaud. Et Arnaud, comment je me suis disputé. Ma seconde femme, je l'ai rencontrée sur le film d'Arnaud, et ainsi de suite. Enfin, les choses comme ça Bénédicte. Voilà, Bénédicte. Ouh là là. Donc, le cinéma, les choses voilà, tout se tisse. Oui. La vie, le cinéma, le rire, la comédie, le drame, la disparition de Léa,
la disparition de Kate. Tout ça est dans ce film, absolument insensé, incroyable. Comme dit Arnaud Desplechin, vivant, hyper vivant. Ça s'appelle Pour ton mariage, je vous le recommande vraiment. Sorti le 20 décembre. Merci Uri Milstein. Merci Serge Toubiana. Merci Arnaud Desplechin. Merci tous les deux. Merci Arnaud. On va écouter la chronique de Lou Cohen. Hi. What's your name? Priscilla Beaulieu. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? On oublie souvent celle qui se tenait aux côtés d'Elvis Presley pendant près de 14 ans. Heureusement, Sofia Coppola est là pour réhabiliter Priscilla Presley dans son 8e film, sobrement appelé Priscilla. Quand Priscilla Beaulieu rencontre Elvis en Allemagne, elle est encore collégienne. Elle a 14 ans, lui en a 24, il termine son service militaire et il est déjà la star que l'on connaît tous. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le récit initiatique de Priscilla. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 22. That's 22. You don't have to worry about it. Comme elle sait si bien le faire, Sofia Coppola raconte l'histoire d'une jeune femme qui cherche par tous les moyens de se défaire de l'emprise d'un homme et qui veut s'émanciper. Et comme à chaque fois, Sofia Coppola fait en sorte qu'on s'identifie à ce personnage féminin. Elle est tout simplement une jeune fille comme les autres qui vit son premier amour et dont les illusions se fracassent au fur et à mesure. Encore une fois, ça fonctionne parce que Sofia Coppola utilise les mêmes codes dans chacun de ses films qui font son succès depuis maintenant 25 ans. Elle aborde comme personne l'ennui, la solitude et le désir féminin avec un personnage principal déterminé et qu'on voit évoluer au fil du film. He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Was there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide. Il faut aussi parler du choix de l'actrice. Sofia Coppola a ce don de dénicher des nouveaux talents. Elle l'a fait avec Kirsten Dunst et Ellie Fanning. Aujourd'hui, c'est Cailee Spaeny qui brille devant la caméra de la réalisatrice. Après des apparitions dans quelques films, l'actrice venue du Missouri tient son premier rôle majeur avec Priscilla. Touchante, juste et tout sauf nunuche, Cailee Spaeny est déjà récompensée pour sa performance, prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise et une nomination aux Golden Globes pour la meilleure actrice dans un film dramatique. I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not? I don't know if I like it. What do you mean you don't know if you like it? Nanda Elvis est un visage bien connu des jeunes générations. On connaît Jacob Elordi de la comédie romantique de Kissing Booth, signée Netflix, mais il faut surtout retenir de lui son jeu phénoménal dans la série à succès Euphoria et maintenant dans Priscilla. Il campe un Elvis dont on découvre une facette assez monstrueuse et encore peu abordée aujourd'hui. Alors même s'il ne ressemble pas tant que ça physiquement au King et que sa très grande taille peut perturber, là n'est pas la question. Sofia Coppola ne parle pas d'Elvis dans ce film, mais bel et bien de Priscilla. C'est pour ça aussi que l'absence des chansons d'Elvis ne manque pas tant que ça dans le film. On précise quand même que Sofia Coppola n'a pas eu le choix. Les héritiers d'Elvis Presley n'ont pas accordé les droits à la réalisatrice pour le film. Pas grave, Sofia Coppola fait 100 et ça fonctionne totalement grâce à une bande originale de Phoenix, dont le chanteur n'est autre que son mari. Mention très spéciale évidemment pour les costumes toujours aussi resplendissants, un atout récurrent dans sa filmographie, sans parler des décors qui nous propulsent au cœur de Graceland, la propriété mythique du chanteur. En bref, il faut absolument aller voir Priscilla, mais patience, il sort le 3 janvier 2024 en France. Voilà, merci pour Lou Cohen pour sa chronique sur le film de Sofia Coppola, Priscilla, magnifique. Cette émission se termine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à la technique.